dernière oratrice de la matinée, Irini Apostolou, qui est professeure au département de français de l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Ses recherches portent sur 3 domaines principaux: les récits de voyage, l'orientalisme et l'art. Ses travaux traitent généralement sur les rapports entre le texte et l'image, sur sa qualité esthétique et documentaire. Elle a publié notamment le livre issu de sa thèse, L'orientalisme des voyageurs français au XVIIIe siècle, paru en 2009 aux presses de l'Université Paris-Sorbonne. Elle a coédité avec Alessia Zambon Du pillage à la conscience patrimoniale en Grèce et dans l'Empire ottoman, XVIIIe siècle, XIXe siècle, paru chez Ozonius en 2022. Elle a aussi publié Images de l'espace grec dans les revues Le Tour du Monde, Journal des voyages et À travers le monde. C'est un ouvrage qui est apparu en grec en 2012. Elle a évidemment publié d'autres articles et collectifs nombreux. Je vais lui donner la parole immédiatement pour un exposé qui n'a pas changé de titre, qui a changé un petit peu de nom. C'est le même. Regarde sur le récit plutôt Paris des années 1950. D'accord, le récit de voyage entre continuité et discontinuité. Et merci beaucoup Frédéric de m'avoir présenté. Tous mes remerciements à Sylvie Requemora, Sardan Moussa de m'avoir invité pour participer à ce colloque qui fête les 40 ans du CRLV. Je suis une ancienne du CRLV, donc j'étais là au début de séminaire, donc j'ai eu l'occasion de vous rencontrer en tant qu'invité de François Moureau au fil et à mesure que les années passent, donc Sylvie, Sarda, Grieff. Il s'agit d'une période qui était très enrichissante pour moi parce qu'il y avait une grande ouverture. C'est à ce moment qu'on a reçu aussi ici à la Sorbonne beaucoup d'invités, même de la Chine, du Canada, qu'on a fait là-bas. Donc, c'était la base de mes recherches, c'était réalisé à la Sorbonne et c'était aussi une première période où on découvrait l'ailleurs, on découvrait la France, on découvrait l'Europe, on découvrait le monde entier et puis il y avait la présentation de différents cadres théoriques dans lesquels on pouvait travailler. Et ça c'était très important. Donc d'un côté c'était le grand espace géographique et de l'autre côté c'était, comme il y avait beaucoup de chercheurs, il y avait beaucoup d'approches théoriques différentes. Et ça, pour quelqu'un qui préparait son DA d'abord, préparait mon DA puis ma thèse, c'était particulièrement enrichissant. Donc parfois, même maintenant, après 25 ans, même plus, je me projette un peu. Et donc, je trouve que j'ai beaucoup appris qui était particulièrement utile pour ma carrière par la suite. Donc, comme Frédéric a dit, je suis d'origine 18e. Mais après, vu les besoins de mes recherches à l'Université d'Athènes, je fais pas mal de choses à côté. Et quand on m'a proposé de travailler sur l'ailleurs, donc depuis les ailleurs, je me suis rappelé que j'avais étudié certains textes des hommes de lettres grecs, des intellectuels grecs, et qui parlent de la France et qui parlent de Paris. Donc, je me suis dit que ça c'était intéressant, que c'était quelque chose de très, très vivant. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du regard des Grecs des années 1950. Et puisque j'imagine que vous n'êtes pas vraiment au courant de la vie intellectuelle des Grecs à l'époque, je suis un peu obligée de parler aussi du cadre historique et des liens culturels qui sont tissés entre la France et la Grèce et qui sont des liens très profonds. Donc, d'un côté, vous avez le philhellénisme français qui est connu, mais de l'autre côté, il y a la francophilie grecque qui est très intense, très forte, qui à l'époque était extrêmement forte et qui était aussi soutenue par l'ouverture de l'Institut français d'Athènes, qui provenait d'ailleurs de l'école française
d'Athènes. Et puis aussi à l'époque, le français est enseigné dans les écoles, dans l'enseignement secondaire et dans les écoles privées, dans les écoles publiques. Et en gros, en Grèce, on a préparé un public francophile qui avait appris à aimer la France. Et Paris est considéré par les Grecs comme un centre culturel, un haut lieu de culture, et il est aussi le centre de la littérature et des arts. Paris a été un centre d'accueil pour les intellectuels grecs, pour les écrivains grecs, pour les étudiants grecs depuis le 19e siècle, même plus tôt. Donc, il y a des écrivains célèbres, comme par exemple Angelos Kelianos, vous ne le connaissez pas, mais je vais citer quelques-uns, qui a séjourné en 1907. Nous avons Zacharias Papantoniou, qui a travaillé entre 1909 et 1911 comme correspondant du journal Ambrose. Ces lettres parisiennes décrivent Paris de la Belle Époque et fournissent des images de la capitale qu'on retrouve aussi dans un autre ouvrage qui s'appelle Impressions de Paris, publié en 1910 par Marino Siouros. La capitale a aussi une place de choix, une place très importante dans la correspondance de Giorgos Grossis, qui a résidé en 1921. Notons néanmoins que la version intégrale de ces lettres ne sera publiée qu'en 2001. Et puis, en 2013, on a eu la publication de Paris des lettres de Kostas Barnaïs qui étaient à l'origine publiées dans le journal Le Progrès. Donc, nous avons certains ouvrages qui étaient publiés relativement tôt, d'autres, quand même, on a retrouvé des manuscrits, on a republié des articles. Et nous avons également un ouvrage autobiographique de Georges Verbeniotis, qui est professeur du français au lycée grec du Caire. Notons que quand même les Grecs d'Égypte parlaient le français et ils avaient aussi une culture française. Donc, son ouvrage est intitulé Pèlerinage à Paris, 1919-1927. Et il s'agit d'un ouvrage qui a reçu la médaille d'or de l'Académie internationale de Tutès. Ici, j'ai mis quelques publications, donc Gramata de Paris, Lettres de Paris, Impressions de Paris, Parisina Gramata. Donc, Paris, quand même, figure sur les titres. Et puis, nous avons parfois des photos. Donc, ici, c'est vraiment au jardin du Luxembourg. Il s'agit alors d'une période très riche et du point de vue intellectuel en Grèce. Mais par la suite, on a la Seconde Guerre mondiale, donc il y a une mobilité relative et il faudra attendre la période de l'après-guerre. Donc Paris d'après-guerre continue à accueillir les Grecs, parmi lesquels figurent les 124 étudiants de Mataros. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ils sont majoritairement des boursiers de l'État français et ils sont à gauche, ils sont plutôt des communistes, donc ils vont fuir la Grèce, ils vont recevoir des bourses de l'État grec et parmi ces 124 personnes, on va trouver des intellectuels, des philosophes, Castoriadis fait partie de ces groupes, etc. Donc je ne veux pas parler d'eux, et ils ont aussi écrit, mais il s'agit d'une autre catégorie de gens, donc j'aurais besoin de beaucoup de temps. Paris, donc d'après-guerre, est aussi une destination de choix pour des Grecs francophiles appartenant à la haute et moyenne bourgeoisie, qui continue la longue tradition du voyage culturel qui s'adapte aussi aux nouvelles habitudes touristiques, ici du développement du tourisme de masse. Donc quand même, les choses changent, ce n'est plus les grands tours, nous sommes, après la Seconde Guerre mondiale, le tourisme se développe partout et bien sûr, la première destination va être Paris. Donc, on va avoir beaucoup de lettres, de publications, des articles dans les journaux, etc. Et j'ai retrouvé quand même ces 4 ouvrages qui sont de vrais récits de voyage. Donc, il ne s'agit pas seulement d'œuvres autobiographiques, il ne s'agit pas de lettres, il s'agit
des récits de voyage et ils sont présentés comme tels. Dans le passé, ce n'était pas vraiment le cas. Et donc, la présente communication a comme objectif d'étudier l'image de Paris brossée par 4 Grecs, dont les récits ont été publiés au début des années 1950, peu de temps après la réalisation de leur voyage. Donc, dans les 3 à 4 ans qui suivent, ils vont publier les récits de voyage. Ces ouvrages n'ont pas fait encore l'objet d'une analyse, même pas approfondie, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment inconnus en ce qui concerne la partie française. Il y avait quelques articles en général sur le récit de voyage développé en Grèce. Et ça, c'est très important parce que ça va nous permettre de constater un retournement de perspective et puisque cette fois, c'est l'autre qui prend la parole. Et je vais d'une certaine manière suivre un peu la réflexion de ma collègue polonaise, parce que c'est à peu près ça. Il s'agit des intellectuels, des écrivains qui vont venir à Paris, ils vont venir en France, ils vont voir si ça correspond à leur image mentale ou s'il y a autre chose. Et maintenant, je ne peux pas vraiment dire qu'il s'agit de la voix des subalternes, puisque les Grecs quand même parlent, ils parlent parfois beaucoup, et ils s'expriment depuis très tôt. Donc, depuis la période, disons, de la Renaissance, on va trouver progressivement des témoignages. J'ai trouvé des témoignages du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Donc, ce n'est pas maintenant qu'il faut commencer à parler. Mais quand même, et ça, on va le voir au fur et à mesure de ma présentation, et on va voir qu'il y a quand même un rapport de force, et c'est la France qui est puissante dans leur récit. Pourquoi? Parce que il y a cette prépondérance culturelle. Pourquoi ils viennent à Paris? Ils viennent parce qu'ils sont attirés par l'attrait de la ville. Pourquoi? Parce que c'est un lieu culturel. Donc, quel est leur sentiment aussi envers ces lieux culturels? Et quoi qu'il en soit, actuellement, vous avez des Grecs qui vont parler de la France, tandis qu'auparavant, vous avez essentiellement des Français qui parlaient de la Grèce, et les Grecs lisaient ce que les Français écrivaient. Donc, il y a quand même un décentrement. Donc, quelques mots sur les auteurs. Tout d'abord, vous avez Dimitri Psathas. Et ici, je vous ai mis l'ouvrage en question qui s'appelle Paris-Istanbul. Parce qu'il va parler non seulement de Paris, mais par la suite, il va parler aussi de Constantinople, il va parler aussi d'un autre voyage qu'il va faire d'Istanbul. Donc, lui, j'imagine que vous ne le connaissez pas, il est un chroniqueur humoriste célèbre en Grèce. On le connaît en tant que chroniqueur, puisqu'il a travaillé comme journaliste dans les journaux et revues de l'époque. Il est très aimé du public grec et il a fait de grands succès populaires, non seulement avec ses chroniques, mais avec ses comédies de caractère qu'il a transposées au cinéma. Donc, il a écrit aussi des scénarios et nous avons beaucoup de films des années 50, 60, 70 qui reprennent des textes de Psathas. Donc, on va voir les mêmes descriptions spirituelles et les mêmes dialogues alertes qui se trouvent dans ces textes correspondent, si vous voulez, à son style d'écriture qu'on retrouve dans les cinémas de l'époque. Et puis, on va voir Ioannis Anatopoulos, c'est comme ça qu'on l'appelle. Lui, il est un intellectuel, il est essayiste, critique littéraire, critique d'art, traducteur, romancier, éditeur et enseignant. Et il est une figure très importante des lettres grecques des années 1950. Il a traduit, il a beaucoup traduit et il avait aussi beaucoup étudié la littérature française. Donc, il va publier en 1953 le récit d'un voyage qu'il avait fait en Europe qui s'appelle Europe, 12 chapitres de géographie lyrique. Puis on va voir Manolis Gelourakis. En bas, vous voyez Paris et c'est un beau dessin le P, c'est l'Arc de Triomphe. Vous voyez, vous pouvez voir. Donc lui, il est un grec d'Égypte qui
qui a vécu à Alexandrie jusqu'en 1965 avant de s'installer à Athènes. Il est critique littéraire, prosateur, il a travaillé aussi comme journaliste et il a traduit Stendhal, Voltaire, Flaubert, Pirandello et Mauroy. Donc on a quand même déjà deux écrivains qui sont traducteurs, qui connaissent extrêmement bien la littérature française. Bon, le quatrième écrivain, on ne le connaît pas très bien. Lui, il a fait un grand voyage à Londres, Paris et Lausanne, et puis il a publié aussi un ouvrage sur New York. Je trouvais peu d'informations sur lui, je suis en train de chercher. Et il est l'auteur de l'histoire de l'industrie grecque qui a été publiée en 1947. Donc lui, il a quand même une approche un peu différente des autres écrivains. Donc ma présentation aujourd'hui va s'appuyer sur les écrits de ces 4 auteurs qui sont publiés. Celui de Psathas est publié pour la première fois en 1947, mais en tant qu'ouvrage, il est publié quand même au début des années 1950. Puis Yaloura qui s'est publié en 1956, Panagiotopoulos publié en 1953 et Anastasopoulos, je pense, en 1955. Donc vous voyez, dans un espace très court, vous avez 4 publications. Donc, la France et surtout Paris sont pour les Grecs un ailleurs à la fois proche et familier qui satisfait pleinement leur envie de dépaysement. Mais il y a un dépaysement quand même particulier. En plus d'être un espace géographique, Paris constitue aussi un espace littéraire, artistique et rhétorique dont l'image a bien marqué la conscience collective. Imposée comme une destination incontournable pour différentes catégories de voyageurs, c'est-à-dire pour des hommes politiques comme des lettres, amateurs de culture et d'art, d'histoire même de luxe, Paris tient une place importante dans l'éducation culturelle et littéraire des Grecs. Avant leur arrivée, nos voyageurs connaissent déjà Paris. C'est surtout aussi par leur lecture de romans français, la poésie française, je dirais plus que le cinéma français. Au début de son récit, Panagiotopoulos annonce qu'il passera à la description de Paris, donc il se passera de cette description, parce qu'il s'agit du grand lieu commun du voyage. Je cite, « Tout le monde connaît Paris, toutes ses rues et toutes ses maisons, et ceux qui l'ont vécu et ceux qui ne l'ont jamais vu, dit-il, avant de préciser que depuis 300 ans, des descriptions, des études, des romans, des nouvelles, le théâtre, le journal et la revue parlent tous de Paris. L'attrait de la ville est tel que de nombreux Grecs l'ont visité après la fin de la guerre. Psathas, dans son ton humoristique habituel, explique à ses lecteurs qu'un jour avant son départ pour Paris, il a découvert qu'il était le dernier de ne pas être allé. Il exagère peut-être un peu, mais dès qu'il annonce à ses amis qu'il va partir pour Paris, tous s'exclament qu'ils sont déjà allés, pourquoi il n'est pas encore allé, et il commence à lui donner des conseils sur ce qu'il doit faire une fois arrivé à Paris. Donc tout ça, ça le met un peu mal à l'aise, et il dit « Et je ne peux pas bien sûr dire que la honte pour ces retards m'avait envahi, mais j'avoue honnêtement que c'était très triste, car malgré mes connaissances préalables, je me suis révélé aux yeux de mes amis et connaissances comme un homme qui n'a rien vu, qui n'a rien su, qui n'a rien appris, qui n'a rien vécu, et qui n'a pas ressenti de joie, parce que ce n'est qu'à Paris que l'on voit de belles choses, et on apprend à vraiment vivre et à profiter des joies de ce monde vain. » Donc, ne pas y être rendu à Paris constitue alors une omission impardonnable. Le voyage à Paris donc, serait perçu comme une expérience pédagogique qui aurait contribué à leur éducation. Une fois arrivés sur place, ils auraient par ailleurs l'occasion de corroborer leurs connaissances sur la ville. Donc, nos voyageurs, et ça se concerne tous les 4,
cherchent alors à établir la correspondance entre ce qu'ils ont comme image de la ville, qui le plus souvent est issue, comme on l'a dit, de leur lecture, et la réalité qui s'affiche devant eux. Et alors, ils y arrivent. Et qu'est-ce qui se passe au moins ce qu'ils nous disent dans leur texte? Ils sont totalement conquis par la capitale. Yalourakis, donc notre Égyptien, a été submergé par son rythme rapide. Il affirme être devenu un inconnu insignifiant dans la foule. Pour lui, l'attrait de la ville réside dans ses boulevards, ses grands magasins, l'élégance de sa femme. Panagiotopoulos, l'intellectuel, il parle de la circulation des idées, du caractère international de la ville qui reçoit des gens de tous les pays du monde, de la tolérance religieuse. Donc, on voit quand même que la grandeur de la ville, la taille de la ville, la beauté de la ville les impressionnent. Leurs éloges et le fait de se sentir conquis par Paris, malgré quelques critiques, il parle aussi de rissales, de façades noircies, pourraient être interprétés comme l'expression d'une certaine infériorité culturelle. Donc, les trois ne le disent pas, mais le fait qu'ils sont si éblouis, ça montre quand même qu'ils n'avaient pas l'habitude de vivre dans une telle ville. C'est lui qui va s'exprimer, toujours dans son ton humoristique habituel, c'est sa face qui va il va dire qu'il a eu le sentiment d'être un provincial rude et ça l'a mis mal à l'aise et ça lui a donné aussi au début envie de partir parce que ce sentiment d'infériorité, apparemment il ne dit pas comme ça, mais ça lui était insupportable. Néanmoins, il est resté et il nous a livré ce qu'il appelle ses impressions de provincial. Et je peux sur ce point constater que quand même, quand il parle de Londres, ils sont beaucoup plus réservés. Quand il parle de Berlin, quand il parle de Rome, oui, ça leur plaît, etc. Mais c'est Paris qui crée ces sentiments d'une certaine instabilité. Ils se sentent submergés par la beauté de la ville. Donc, pour continuer, la connaissance, alors que les voyageurs grecs de Paris est un vent tout livresque. Ce sont leurs lectures qui ont fermé leur esprit et qui leur ont donné aussi les goûts de la France et de Paris. En tant qu'homme de lettres et traducteur d'œuvres françaises, il parle de Paris des écrivains, mais il parle aussi des écrivains de Paris. Et la suprématie littéraire et artistique de Paris et ses représentants guident leurs pas. Donc, au fil de leurs pages, la capitale est associée au grand nom de la littérature française. On y trouve des références à Hugo, à Zola, à Vigny, à Guy de Maupassant, à Proust. Il est question même des cimetières, comme celui de Montmartre, où des grands écrivains sont enterrés. Ils visitent ces cimetières. Et des œuvres qui ont marqué des esprits sont également mentionnées, avec quelques citations, quelques extraits. Néanmoins, l'époque, dans les années 50, a révolu et de nouveaux courants littéraires ont paru. Ça, c'est quelque chose que nos écrivains grecs regrettent parce qu'ils ne trouvent pas tout de suite les références culturelles. Ils remarquent néanmoins les changements opérés dans la vie intellectuelle française. C'est l'âge de l'existentialisme. Et Panagiotopoulos parle du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Il parle de Sartre. Il regrette que la closerie des Lilas, que vous voyez ici, c'est une photo des années 50, est devenue une brasserie ordinaire. Mais Yalourakis est encore plus au courant de ce qui se passe en France que Panagiotopoulos parce que lui, il considère que l'existentialisme est devenu déjà un produit de consommation pour les touristes. Et Sartre et Beauvoir sont remplacés par de nouveaux arrivants. Donc, si vous voulez, en lisant ces ouvrages, on voit quand même des changements qui s'opèrent. En tout cas, ce qui reste, si vous voulez, stable, c'est la visite patrimoniale. Et Paris, d'après-guerre, est une ville
qui est une capitale multifacette que les visiteurs veulent découvrir. Et une fois arrivés à Paris, les visiteurs visitent les monuments et les sites qui sont associés aux grandes figures historiques. Donc du Panthéon à la Tour Eiffel, en passant par les Invalides et la place de la Concorde, ils amènent leurs lecteurs visiter des monuments emblématiques chargés d'histoire. Donc chaque fois qu'ils arrivent quelque part, ils vont retracer l'histoire du site ou du monument et ils vont citer les grandes figures historiques qui ont un lien avec le monument. Donc quand ils vont aux Invalides, quand même, ils vont parler de Napoléon. Et ils vont se rappeler aussi, il y a des paragraphes qui parlent de ses succès militaires, de sa période en tant qu'empire de l'Empire, etc. Et donc, à ce moment, quand on lit ces extraits, on n'est pas sûr d'où viennent ces informations. Peut-être que ces informations viennent de guides touristiques sur Paris. Parce qu'à l'époque, il y a pas mal de guides. Il y a par exemple les guides Audet, que vous voyez ici. Il y a un guide aussi sur Paris. Il y a le guide bleu. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations qu'ils peuvent prendre déjà préparées qui sont toutes prêtes. Bon, je continue avec la visite du musée du Louvre, qui est une visite incontournable, d'autant plus parce qu'au musée du Louvre, on va voir des sculptures iconiques grecques, Vénus de Milo et la victoire de Samothrace. Donc, juste pour ça, ça vaut quand même la peine d'y aller. Donc, ils vont là-bas et ils visitent. Parfois, certaines œuvres d'art ne font pas l'unanimité, comme dans le cas de la peinture du XVIIe siècle, qui est critiquée par Panagiotopoulos. Panagiotopoulos cherche toujours un peu à se mettre à valeur, montrer ses connaissances, donc il fait souvent des commentaires aussi d'ordre esthétique. Et comme nous sommes dans les années 1950 et le Louvre est envahi par les touristes, Psathas n'oublie pas de présenter cette visite aussi de manière caricaturale. Donc il commence en disant qu'il avait refusé d'aller au Louvre, de faire comme les touristes, parce qu'il ne voulait pas passer 3 heures. Donc après, ils se mettent d'accord avec ses amis et ils disent on va aller au Louvre pour des raisons. Premièrement, on va voir Vénus de Milo, d'accord, et puis on va voir la Joconde. Et donc, ils vont là-bas, ils commencent probablement à marcher un peu vite, et ils vont voir Vénus de Milo, et puis ils demandent de manière très forte aux guides qui sont là-bas, aux gardiens, où est la Joconde. On l'a dit d'une telle manière qu'apparemment ils vont croire qu'ils sont des spécialistes de la Joconde. Donc ils vont entrer dans la salle, ils vont regarder, ça n'a pas l'air vraiment trop impressionné, ils partent en peu en courant, au moins c'est ça qu'ils savent dire. Et puis ils lui disent, mais finalement on n'a pas dit ce qu'on aurait dû voir, ne t'inquiète pas. On va étudier un guide de voyage et puis on va leur dire ce qu'on avait appris par les guides. On ne peut pas être sûr que c'est passé comme ça, mais si vous voulez, ils tournent en dérision toute cette approche touristique de Paris et se rappellent que nous sommes quand même voilà. Ici, j'ai trouvé de Robert Doisneau la Joconde vers 1950-1955. Et vous voyez quand même que c'est sa face décrit. C'est un peu la situation. Donc, d'abord, vous avez un couple qui dort à moitié hein, dans les grandes salles du Louvre. Et puis, à côté, vous avez des gens qui regardent la Joconde. Donc, on a quand même conscience de cette superficialité qui existe dans l'approche du touriste qui viennent en masse visiter ces hauts lieux de la culture française.
Bon, je continue parce qu'il y a un autre, comment dire, un autre aspect de Paris qui les préoccupe beaucoup. On parle de 4 hommes quand même. La réputation de Paris comme ville d'amour et de plaisir a été perpétuée par des écrivains grecs comme Thrasos Kastanakis, enseignant à l'école de l'art oriental, qui a publié en 1929 la nouvelle Le Paris de la nuit et de l'amour. Nous avons une telle publication avant la guerre. Donc après la guerre. Ville de luxe et de plaisir, dans la conscience collective, Paris a repris son rythme après la fin de la Seconde Guerre mondiale avec une bonne fréquentation de ses restaurants, bistrots et cafés. Célèbre aussi pour sa vie nocturne, Paris des années 50 offre une multitude de divertissements allant du cabaret au music hall prestigieux, qui a aussi connu un grand succès auprès du public étranger. Donc on vient à Paris non seulement pour visiter le Louvre, mais aussi pour aller au cabaret des Montmartre, Place Pigalle, music hall, etc. Et donc, les spectacles osés qui font partie de l'imaginaire parisien attisent le fantasme et le désir latent de voyageurs qui consacrent au moins une soirée à un spectacle de type cabaret. Et le secteur du divertissement parisien est aussi traité par Anastasopoulos. Lui, il va avoir une approche un peu différente. Donc, il va intituler son chapitre 69 théâtres, 31 cabarets, 5 jours de travail par semaine. Donc, lui, il parle de cette ville de divertissement, mais il insiste sur le fait que, à cause de cette prolifération de pièces de théâtre, de concerts, de spectacles, de ballets, de films, ainsi que la possibilité de sortir en boîte de nuit, manger au restaurant, donc tout ça ne permet pas aux Français de se concentrer à leur travail. Donc, il dit quand même que ça, c'est une ville de plaisir, qu'agrée son travail matin, midi et soir, et finalement, qu'est-ce qu'ils font, lui, ici? Ils font la fête du matin au soir, parce qu'ils ont aussi la possibilité. Il y a un tel attrait de tout ça qu'ils ne peuvent pas résister. Mais par contre, il commence à nous donner des informations. On peut faire ça, on peut faire l'autre, on sort ici. Il parle aussi des restaurants et il donne certains noms et il dit que voilà, pour ne pas montrer quand même qu'il dépense de l'argent parce que l'économie en France n'avait pas encore très bien repris, il s'habille plus en smoking. Hein, il porte un pull à col roulé, un truc comme ça, pour montrer qu'ils ne sont pas très dépensiers, tandis qu'en réalité, ils dépensent énormément d'argent. Donc, c'est une sorte de couverture. Oui, donc. Panagiotopoulos constate que le voyageur considère comme leur devoir suprême de passer au moins une soirée aux Folies Bergère, au Casino de Paris et au cabaret Famé, avant d'identifier chez Maxime comme l'indépassable les commandes. Sassas fait la même chose et il dit néanmoins qu'après avoir passé une nuit et 2 nuits au cabaret, ils en avaient marre, donc ils sont sortis pour aller au music hall. Donc on voit quand même que l'image créée par les écrivains grecs dans leurs ouvrages, c'est une image hétéroclite qui couvre, comme d'ailleurs aujourd'hui, les différents aspects, les différents visages de Paris. Et ils manifestent de manière générale leur admiration. Et je dirais aussi que Paris correspond à leurs attentes. Sans éviter les stéréotypes, ils mettent en lumière le caractère particulier de la ville et ils donnent aussi certains aspects moins connus, essayant de présenter Paris authentique. Paris pourrait ne pas une nouvelle expérience, mais une sorte de confirmation d'un savoir déjà acquis. Intéressé plus par la ville que par ses habitants, hein, on a très peu de références à eux, il porte un regard qui est conditionné par leur culture francophile. Et c'est
moment, moi, je vois quand même qu'il y a un rapport de force où la France a quand même le plus grand pouvoir. L'air de moyens, alors, est celui de la périphérie qui est fasciné par les centres. Merci.